Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Alors oui, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de changement. Ça fait maintenant presque un an que je couvre régulièrement le contenu ajouté à FFBE et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un peu évoluer la formule. J'espère que ça vous plaira. Du coup, entrons directement dans le vif du sujet en parlant des nouveaux personnages ajoutés depuis le 11 juillet 2017. Ils sont au nombre de 5 et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un personnage obtenable gratuitement en terminant le 7ème niveau du Story Event sorti en même temps que la bannière. Il s'agit d'Emilia, une petite soubrette qui devrait certainement vous rappeler un autre personnage. En tout cas, elle est native 4 étoiles et elle peut aller jusqu'à 6 étoiles. En tant qu'unité gratuite, faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement puissant au niveau de ses stats ou de ses passifs. Elle possède tout de même la possibilité de porter une dague dans chaque main. Elle a également un plus 20% d'attaque, un plus 10% d'esprit, plus 20% de points de vie, un 20% de résistance aux ténèbres naturellement, une immunité au poison et à l'aveuglement, et enfin un 20% d'attaque et d'esprit si elle est équipée d'une dague. En plus de ça, elle apprend nativement Camouflage qui réduit de 50% les chances d'être prise pour cible, un Maniteur qui augmente de 50% les dégâts infligés aux humains, et une diminution de 25% des rencontres aléatoires dans les zones d'exploration. Elle a par contre une très bonne récompense de confiance avec une Materia augmentant de 40% l'attaque lorsqu'on est équipé d'une dague, et qui réduit en prime les chances d'être pris pour cible de 25%. En fait, c'est la première TM à offrir plus de stats d'attaque lorsqu'on porte une dague. C'est du coup assez dommage que ça soit donné par un personnage que l'on peut avoir qu'en un seul et unique exemplaire. Du coup, petit tour sur ses compétences notables, elle a un 240% de dégâts physiques sur cible unique, qui a 30% de chance d'infliger mort instantanée, un debuff de 45% d'attaque durant 3 tours, et une chance de mettre 2 altérations d'état parmi silence, paralysie ou pétrification. Ensuite, un sort qui permet de se camoufler durant un tour en infligeant confusion et aveuglement à tout le monde, et en revenant dans le combat, la compétence se transforme pour devenir un 360% de dégâts physiques sur une seule cible, en ignorant la défense de 25%, et en plus qui a 60% de chance d'infliger mort instantanée. Sinon, comme Amelia, elle a aussi un sort qui a 30% de chance d'infliger stop sur tous les adversaires durant 3 tours, ce qui est toujours pratique en PvP, même si c'est plus vraiment ça qui manque dans ce mode de jeu pour bien pourrir l'équipe d'en face. Enfin, elle peut également lancer une attaque multi-hit sur une cible, faisant 325% de dégâts physiques sur 9 hits. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnages pouvant parfaitement comboter avec cette attaque. Zidane aurait presque pu, mais sa grosse attaque fait un hit de moins, ce qui entraîne un trou dans la chaîne. Dommage. Reste sa limite burst, ainsi 100% de dégâts physiques, 840 au niveau 25 de la LB, sur cible unique et faisant 15 hits. Et le petit truc en plus, c'est que ça débloque pour 3 utilisations une nouvelle capacité. Un sort sur tous les adversaires qui produit 250% de dégâts physiques sur 12 hits et diminuant de 45% durant 2 tours la défense et l'esprit. Là encore à première vue, le timing ne permet pas vraiment de créer de chaîne efficace avec d'autres personnages, voilà, là aussi c'est dommage. Au final, comme Amelia, Emilia est un personnage un peu utilitaire qui n'excelle pas vraiment dans un domaine, à part peut-être les possibilités d'infliger mort instantanée, ce qui est assez négligeable. Bien ensuite, Riley, le natif 3 étoiles de la bannière sur lequel on va rapidement passer, vu qu'il ne peut que monter au maximum à 5 étoiles. Peu de passif évidemment, avec juste un 20% de points de vie, un plus 10% d'attaque et un plus 10% d'esprit. Il a quand même un Treasure Hunter qui augmente de 50% les chances de tomber sur un coffre à la fin d'un combat. Il a par contre une très bonne TM, un accessoire donnant 20 points d'attaque et d'esprit, et surtout un boost de 30% d'attaque si on est équipé d'un marteau. Et ça tombe plutôt bien, hein. Le tout dernier Trial Boss à avoir été ajouté offre une récompense qui est un marteau à 145 d'attaque. Niveau capacité, on a un 500% de dégâts physiques sur toutes les cibles, mais qui fait des dommages qu'au début du tour suivant, un peu comme Kelsus. Il y a aussi un sort augmentant de 10% les dégâts physiques et magiques que l'équipe produira contre les ennemis de pierre durant 3 tours. C'est très léger, mais ça a le mérite d'exister. Il a enfin une compétence fonctionnant de manière aléatoire, lorsqu'on la lance, ça a pour effet de débloquer au tour suivant une ou plusieurs capacités parmi 6 possibles. Une attaque faisant 400% de dégâts physiques en niant la défense de 50%, 4 sorts augmentant la résistance à un élément de 50% pour toute l'équipe durant 3 tours, tout en boostant également une stat de 70%, il y a feu et attaque, foudre et magie, eau et défense, et enfin vent et esprit. Et une dernière capacité augmentant toutes les résistances élémentaires de 40% durant 3 tours. Bon voilà, passons ensuite à Ozeta, une tank native 4 étoiles pouvant aller jusqu'à 6 étoiles, et que l'on pourrait résumer de la manière suivante, c'est une mini Wilhelm.
hein. Elle a des stats et des passifs tout à fait corrects, avec un 30% de points de vie, 15% de défense et d'esprit supplémentaire lorsqu'elle est équipée d'une armure lourde, ou d'un bouclier lourd, ce qui fait au total 30% de défense et d'esprit. Elle a également un draw attack qui augmente de 50% les chances d'être pris pour cible, donc ce qui est toujours excellent pour un tank, et enfin une réduction de 25% des rencontres aléatoires en zone d'exploration. Sa récompense de confiance rappellera aussi celle de Wilhelm, puisque Zeta permet d'obtenir une très bonne armure lourde, offrant 65 points de défense et d'esprit. En ce qui concerne ses compétences, comme je l'ai dit, on a affaire à une mini Wilhelm, avec notamment la possibilité de se soigner lorsque l'on se met en position défensive. On retrouve aussi un taunt durant 3 tours qui mitige en même temps les dégâts reçus de 25%, et malheureusement ce n'est pas un taunt à 100%, seulement 70%. Mais bon, le draw attack minimise quand même pas mal les risques d'accident. Ozeta possède aussi des sorts la démarquant de Wilhelm, avec un 250% de dégâts physiques de feu sur une cible, et qui réduit de 40% la résistance au feu durant 3 tours. Toujours bon à prendre, même si c'est un poil faible et que ce n'est pas forcément ce genre de debuff que l'on recherche sur un tank. Elle a par contre une excellente capacité permettant de protéger à 100% l'allié ciblé durant les 2 prochains tours. Jusqu'à présent, seuls Gladiolus et Mercenary Ramza sous enchantement, des natifs 5 étoiles je le rappelle, possédaient une telle capacité. Enfin, sa Limit Burst lui offre un boost de 80% d'esprit durant 3 tours et une mitigation de dégâts de 25% pour toute l'équipe durant le prochain tour. Au niveau 25, les buffs passent respectivement à 104 et 49%. En bref, Ozeta permet d'avoir un tank mono-cible accessible pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des natifs 5 étoiles ayant ce rôle. Elle ne sera pas utile dans toutes les situations, mais elle a l'avantage de rendre un rôle précis enfin abordable. Passons maintenant au gros morceau avec les 2 natifs 5 étoiles de la bannière, en commençant par Emperor Shira. Le prince a pris des étoiles en même temps que du galon, et on se retrouve en face d'un chainer physique comparable à Béatrix, aussi bien pour ses forces que pour ses faiblesses. Niveau stats et passifs, il est extrêmement bien servi avec une répartition équilibrée des stats bonus, un plus 20% d'esprit, un plus 30% de points de vie, un auto-refresh, une immunité à la confusion, et, plus rare, une immunité au charme. Du côté des passifs d'attaque, Emperor Shira fait partie avec Béatrix justement des personnages possédant le plus de stats d'attaque, avec un plus 20% d'attaque et de défense lorsqu'on est équipé d'une armure légère. Ça ajoute également une résistance de 50% au feu au passage, un plus 30% d'attaque lorsqu'on est équipé d'une épée, et un autre plus 50% d'attaque lorsque l'on porte une épée, ce qui fait au total plus 100% d'attaque, ce qui est énorme, et ça permet d'atteindre assez facilement le hard cap des 300% d'attaque bonus avec le personnage. En plus de tout ça, il a un Demon Implant et un Dragon Killer ajoutant 50% de dégâts face à ces types d'ennemis. Sa récompense de confiance est elle aussi excellente puisque c'est une matéria donnant 20% de résistance au feu, 35% d'attaque lorsqu'on est équipé d'une épée et encore 15% d'attaque accompagné d'un 10% de points de vie en portant une armure légère. Pour ce qui est des compétences, on retrouve des outils plutôt classiques d'un attaquant physique basé sur un élément, avec en premier lieu une attaque sur cible unique infligeant 320% de dégâts physiques de feu et permettant à Emperor Shira d'avoir des dégâts de feu sur toutes ses attaques durant 5 tours. Et la suite logique, c'est une attaque diminuant la résistance au feu. Ça tombe bien, le personnage en possède une, et multi-hit cette fois-ci, puisqu'elle produit 420% de dégâts physiques sur cible unique, répartis sur 8 et débuffant la résistance au feu de 60%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne, qui est habituellement de 50%. Par contre, le gros point noir, c'est que cette attaque a un timing qui empêche les combos efficaces avec d'autres personnages. Et même 2 Emperor Shira joués en ambidextrie casseront la chaîne à cause du trou béant qui se trouve au milieu de l'attaque. Enfin, le personnage possède une dernière attaque faisant 480% de dégâts physiques sur cible unique et répartie sur 8. Cette fois, les différents hits sont plus rapprochés, mais le timing reste problématique pour comboter avec autre chose qu'un doublon. Et du coup, le personnage a le même problème que Béatrix pour l'instant. Il est très fort sur le papier, mais en tant que chainer, il est assez limité pour les combos avec d'autres personnages. À côté de ça, Emperor Shira possède quelques buffs, dont une capacité pour appliquer sur lui-même un buff de 80% de son attaque, et 200% de vitesse de remplissage de la Limit Burst durant 3 tours. Sa Limit Burst justement, qui mélange pas mal de choses avec une animation où Shira appelle tout son gang, c'est plutôt stylé. Sa LB fait donc 350% de dégâts physiques sur tous les adversaires en niant la défense de 50% et répartie sur 11 hits. En plus de ça, elle pourra infliger 3 altérations d'état aléatoires et applique pour finir une mitigation de dégâts de 30% sur toute l'équipe durant un tour. Malheureusement, la montée en niveau de la LB n'influe que sur les dégâts passant de 350% à 470%.
Et pour terminer en beauté, on passe à Jack saison 2, le nouveau personnage de l'histoire principale, obtenant une version native 5 étoiles après Laswell, Sakura et Fina. Ses stats et ses passifs montrent clairement que c'est un attaquant physique plutôt tanky, avec tout de même un passif donnant plus 30% de points de vie et automatiquement un cristal de limit burst à chaque tour, et un autre plus 30% de points de vie accompagné d'un plus 30% de défense et d'un auto-régène. Rien qu'avec ça, Jack doit être l'un des attaquants les plus résistants, mais il a en plus un camouflage qui réduit de 50% les chances d'être pris pour cible, ainsi qu'un passif permettant de survivre à coup sûr à une attaque qui devrait lui être fatale s'il est au-dessus de 30% de ses points de vie. Côté offensif, c'est un poil plus mitigé puisqu'il ne possède qu'un plus 50% d'attaque lorsqu'il est équipé d'une arme à feu, et une ambidextrie quand même bienvenue, mais dont l'utilisation pourrait être sujet à débat à la vue de ses compétences de combat. Mais avant d'en parler, un rapide coup d'œil à sa récompense de confiance, qui est un accessoire offrant 25 points de défense et d'esprit, mais surtout un contre physique à 30% de chance, qui donnera l'équivalent de 3 cristaux de limit burst s'il proc, limité à une seule fois par tour cependant. L'accessoire permet aussi à son porteur d'absorber 30% d'un coup en MP d'un sort qui le touchera. Par contre, difficile pour moi d'être plus précis pour l'instant, n'ayant pas vu la TM en action jusqu'à présent. Donc venons-en à ses compétences de combat. Jack saison 2 possède dans un premier temps un kit assez similaire à Baltier, en disposant de 4 attaques diminuant de 50% la résistance face à un élément, tout en appliquant ce même élément sur tous les autres coups de Jack. On peut ainsi taper et débuffer en feu, glace, foudre et lumière avec lui. Par contre, ce sont des attaques causant seulement 100% de dégâts physiques, mais sur tous les adversaires, et les effets de buff et de debuff élémentaires ne durent que 2 tours. L'autre effet de ces attaques, c'est le déverrouillage de 2 nouvelles compétences pour le prochain tour de Jake. Une première frappant une cible unique en causant 275% de dégâts physiques sur un hit et en ignorant la défense de 50%, et une seconde cette fois-ci sur tous les ennemis, faisant 200% de dégâts physiques répartis sur 8 hits et en ignorant la défense de 50%. En gros, un coup de finisher et un coup de chainer au choix selon les besoins. Il possède également 2 attaques débuffant les stats d'une cible, la première diminuant de 45% l'attaque et la magie durant 3 tours, et débloquant pour le prochain tour la deuxième attaque qui, elle, diminuera de 45% la défense et l'esprit, toujours durant 3 tours. Les 2 attaques pour Chain et Finish que j'ai citées un peu plus tôt seront également débloquées après la seconde attaque de debuff, si on préfère les utiliser sans être verrouillé sur un élément. Enfin, Jack peut lancer sur lui-même un buff qui lui donnera immédiatement l'équivalent de 20 cristaux de limit burst, tout en augmentant la vitesse de remplissage de la jauge de 100%, et si on utilise à nouveau ce buff au tour suivant, en plus de redonner 20 cristaux de LB, il donnera également à Jack une immunité au debuff d'attaque durant 2 tours. C'est assez spécial, mais c'est totalement en accord avec sa limit burst qui coûte déjà 40 cristaux pour être chargé, ce qui serait vraiment énorme si Jack ne possédait pas son buff, mais en plus ça a pour effet de diminuer son attaque et sa défense de 99% durant 2 tours après avoir été utilisé. On comprend mieux du coup l'immunité au debuff d'attaque qu'il peut s'appliquer, mais il reste toujours le debuff de défense bien embêtant. Bon, heureusement il possède un passif pour survivre à une attaque mortelle. Par contre, la limit burst fait très mal, puisque de base, ça sera du 600% de dégâts physiques sur tous les adversaires en ignorant la défense de 50%, et au niveau 25 de la LB, les dégâts passeront à 720%, ce qui en fait l'un des coups faisant le plus mal du jeu aux côtés de l'Omnislash de Cloud. Au final, Jack est un personnage pouvant faire très mal, mais il est assez contraignant à l'usage tout de même. En plus, le fait que ses grosses attaques soient sur un seul hit pousserait presque à abandonner son ambidextrie native pour se tourner vers un build de double hand. Le gros debuff qu'il subit sur sa LB par contre est un faux problème dans la mesure où il est désormais assez facile d'avoir un personnage immunisant l'équipe à tous les debuffs durant plusieurs tours, comme le Veritas de Terre par exemple. En tout cas, cette nouvelle bannière est plutôt intéressante. Un personnage gratos avec une bonne TM, un natif 3 étoiles également avec une TM qui peut valoir le coup, un tank plutôt sympathique et 2 natifs 5 étoiles forts qui deviendront certainement des personnages encore plus puissants à l'avenir, mais qui sont un poil compliqués à jouer efficacement pour l'instant. Et, petite cerise sur le gâteau, c'est une bannière offrant des Trust Moogle à chaque tirage, et au minimum un Trust Moogle 10% sur un tirage à 5000 lapis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le nouveau format vous aura intéressé, forcément moins spontané, mais tout de même plus travaillé. N'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravely Deluxe.